ces prochains jours, les régions méditerranéennes seront beaucoup plus arrosées que les régions du nord de l'Europe. Et pour expliquer tout ceci dans ce décryptage météo numéro 51, nous verrons encore une fois les choses en grand. Mais avant tout ceci, n'oubliez pas les pouces bleus pour le référencement, c'est important. Abonnez-vous avec la clochette et partagez la chaîne, c'est important. Mais sans plus attendre, naviguons à grande vitesse à l'intérieur du courant jet. La plus grande actualité météo dans l'hémisphère nord ces derniers jours et encore actuellement, c'est clairement le froid glacial qui s'est emparé de l'Amérique du Nord. Si nous prenons la température minimale du 24 janvier 2026, quand nous sommes dans le noir, nous sommes en dessous de moins 30 degrés. Donc, par exemple, dans le nord des États-Unis, du côté du Minnesota, Minneapolis, on est à moins 33 degrés. Si on va plus vers le Canada, on a vraiment des valeurs qui tourne autour de moins 40 degrés. De plus, à cela, il faut rajouter le vent qui souffle parfois en rafale à 40, 50 km par heure, ce qui augmente évidemment l'impression de froid. Nous avons donc un refroidissement éolien qui atteint dans certains coins, notamment dans la province du Saskatchewan, moins 50 degrés. Si nous prenons l'anomalie des géopotentiels au niveau 500 hectopascal le samedi 24 janvier pour bien distinguer les anomalies anticycloniques en rouge et dépressionnaires en bleu, à partir du modèle ensembliste européen, nous retrouvons ce que nous avons montré la semaine passée dans le décryptage météo numéro 50. La fiche s'affiche encore dans la partie supérieure de la vidéo si vous avez besoin de le visionner ou le revisionner. Les deux anomalies anticycloniques, donc une sur l'Alaska et l'extrême est de la Russie, qui a bien effectué son processus de rétrogradation depuis la côte pacifique, et puis de l'autre côté, l'anomalie sur le Groenland, qui a donc effectué son processus de rétrogradation depuis la Russie à travers la mer de Norvège vers l'Inland 6. Et donc, évidemment, nous pouvons imaginer que l'air polaire arctique s'est engagé sur l'Amérique du Nord, d'abord vraiment le nord du Canada, vers le nord des États-Unis, mais donc nous avons aussi l'anomalie sur le Groenland qui donc participe à ce processus de blocage de l'air froid vers des latitudes un peu plus méridionales. Et ce dipôle crête alaskaise et anticyclone du Groenland est une structure tout à fait particulière dans le quadrant nord-américain que nous allons analyser maintenant. En réalité, ces deux situations correspondent à deux régimes de temps nord-américains. Car oui, il existe les régimes de temps européens, et j'en ai parlé dans le décryptage météo numéro 14. Vous avez la fiche qui s'affiche actuellement dans la partie supérieure de la vidéo pour information. Mais il existe donc aussi les régimes de temps nord-américains, et dont l'image que vous avez ici est extrait du site de Simon Lee, météorologiste britannique émigré aux États-Unis et qui a aussi un compte Blue Sky. Mais donc, ce qui est important dans ce décryptage, c'est de comprendre la connexion entre les régimes de temps nord-américains et européens, parce que, évidemment, en plus, l'anticyclone du Groenland que vous avez ici, correspond à un régime de temps européen NAO-. Et puis, donc, vous avez la crête alaskaise, bien évidemment l'anticyclone sur l'Alaska, et qui fait dégouliner cette aire arctique glaciale vers le sud du Canada et le nord des États-Unis. Et les deux régimes mélangés bloquent vraiment l'air glacial sur ces régions. Nous avons aussi deux autres régimes de temps nord-américains. Nous avons le creux pacifique, qui est plutôt donc au sud de l'Alaska, et à l'avant, donc vous avez une crête sur le milieu du Canada, le centre du Canada. C'est un petit peu le contraire de la crête alaskaise, avec donc un air plus chaud du côté du Canada et du nord des États-Unis. Et puis le dernier, nous avons une crête pacifique. Elle est un peu plus occidentale que la crête alaskaise, et donc vous avez l'air très froid qui s'engage plus vers l'Occident, donc vers l'ouest du continent nord-américain. Et évidemment, avec l'effet de balancier, vous avez une crête anticyclonique qui se développe sur l'est du continent nord-américain.
Prenons maintenant une image satellite infrarouge extraite du site EmetView et dont vous avez le lien en description et qui nous permet d'extraire beaucoup d'informations très intéressantes. Reprenons avec l'oscillation de Madden-Julian, dont l'activité principale la semaine dernière était plutôt centrée sur l'archipel indonésien et l'extrême ouest de l'océan Pacifique. Et donc, une semaine après, tout s'est décalé vers l'est. Il y avait la semaine dernière cette écharpe nuageuse qui dérivait vers la Nouvelle-Zélande. Eh bien, cette semaine, elle a vraiment dérivé beaucoup plus profondément dans l'océan Pacifique, avec toujours ces ondes du courant jet qui défilent ainsi, notamment vers le Chili et plus loin vers l'Atlantique Sud. Le Chili qui a connu des températures très élevées dans la région de Concepción, au sud de Santiago, 36, 37, 38 degrés, des taux d'humidité très bas et aussi du vent qui a pu accentuer le processus de développement d'incendies de forêt et ainsi de suite vers l'Afrique du Sud avec les mêmes conditions, 36-38 degrés, donc des poids de rosée très bas et des rafales qui accentuent le processus d'incendie de forêt avec des températures même supérieures à 40 degrés dans la province du Cap occidental. Mais tout ceci, évidemment, c'est l'été dans l'hémisphère sud. Dans le nord, dans l'hémisphère nord, eh bien, nous avons pu voir donc les tempêtes de neige du côté du Kamchatka. Mais donc, nous avons les anticyclones nordiques du côté de l'Alaska, du côté du Groenland. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans cette image satellite, eh bien, c'est cette écharpe nuageuse que vous avez ici et qui dérive donc de l'oscillation de Madden-Julian qui est maintenant plutôt centré dans le centre du Pacifique, ouest ou centre Pacifique, et donc cette traînée d'humidité ensuite dérive vers le nord-est, vers le Mexique et les États-Unis. Et on peut évidemment deviner qu'avec l'écoulement de cette ère glaciale depuis l'Arctique vers le nord des États-Unis et cette collision avec cette ère plus moite en provenance du sud-ouest, eh bien, nous avons eu donc samedi le développement d'une tempête hivernale à partir du sud-ouest des États-Unis vers le nord-est avec pluie verglaçante et neige importante. Et donc tout ceci, c'est clairement la marque de l'oscillation de Madone-Juliet. L'appel d'air chaud en provenance du sud-ouest des États-Unis et la descente glaciale arctique en provenance du nord génèrent un fort contraste thermique. Or, comme vous le savez sans doute, les grandes différences de température génèrent des vents puissants en altitude, les courants jet, dont il est possible de calculer la vitesse avec l'équation du vent thermique qui a d'abord le calcul du cisaillement vertical du vent, soit la variation de la vitesse du vent en fonction de l'altitude, soit delta UG sur delta Z, UG qui est le vent géostrophique zonal, delta Z qui est la variation de l'altitude, égale G divisé par FT, multiplié par delta T sur delta Y. G qui est la constante de gravité, 9,81 mètres par seconde au carré, F qui est le paramètre de Coriolis obtenu par 2 multiplié par la vitesse de la rotation de la Terre, soit 7,29 fois 10 exposant moins 5 par seconde, multiplié par le sinus de la latitude, ici 35 degrés, soit 0,574, multiplié donc par la température moyenne, exprimée en Kelvin, soit entre le Minnesota et la Floride, 0 degré plus 273 Kelvin, multiplié par la différence de température, soit 50 degrés plus 273 Kelvin, divisé par la distance méridienne en mètres, soit 2,5 fois 10 exposant 6 mètres. Et le résultat final sera donc de 8,8 mètres par seconde par kilomètre d'altitude, que vous multipliez par 10 000 mètres et vous obtiendrez environ 320 km par heure. Comme la vitesse n'est pas nulle sur le plancher des vaches, eh bien, nous dépasserons sans doute les 350 km par heure et c'est ce qui était prévu par les modèles de prévision numérique CQFD.
Prenons maintenant la carte d'Alicia Bentley d'anomalie de vitesse du courant jet en date du 28 janvier 2026. Alors, certes, la crête alascaise s'est déplacée vers l'est, mais nous retrouvons quand même nos acteurs avec le creux d'altitude ici, rempli d'air très froid d'altitude, et nous avons bien notre courant jet qui sort des États-Unis, donc à une altitude assez méridionale, vers 35 degrés de latitude nord, qui ondule un petit peu en se déplaçant vers l'Europe, mais qui entre bien par la péninsule ibérique. En effet, nous avons toujours ici une crête qui pousse depuis la Scandinavie vers le Groenland. C'est la marque de ce qu'on appelle la NAO-. C'est une oscillation nord-atlantique négative, caractérisée par des anticyclones sur le Groenland et l'Islande, et par des dépressions qui passent plutôt sur les Açores. Et comme on peut le constater, eh bien, effectivement, la crête alascaise et l'anticyclone du Groenland, ces deux régimes nord-américains, forcent effectivement ce courant jet bas en altitude, dont les caractéristiques sont d'avoir un air plus frais qui descend sur l'Europe du Nord-Ouest et des précipitations supérieures au normal sur le bassin méditerranéen, et c'est ce que nous allons détailler ci-après. La carte suivante confirme cette trajectoire méridionale du courant jet. Nous avons ici l'accumulation de précipitations vue sur 240 heures, c'est-à-dire jusqu'au mercredi 4 février, selon le modèle déterministe européen. Et que constate-t-on? Nous avons effectivement des plages grises, orangées, qui partent du sud de Terre-Neuve, qui passent juste au nord des Açores et qui viennent frapper de plein fouet la côte nord-ouest de la péninsule ibérique, avec une plage en rouge dans le nord-ouest du Portugal, soit des cumuls possibles, on est encore une fois à 10 jours d'échéance, de plus de 300 millimètres, et sur toute une partie occidentale de la péninsule ibérique, quand même des cumuls supérieurs à 100 millimètres. Et en réalité, c'est toutes les côtes occidentales du bassin méditerranéen qui pourraient être soumises à d'importantes précipitations ces 10 prochains jours. Le sud-est de la France, la région de Gênes dans le nord de l'Italie, d'autres côtes plus vers le sud de l'Italie, Rome, Naples, évidemment aussi les côtes occidentales de la Corse et de la Sardaigne, les côtes nord de l'Algérie et de la Tunisie, les côtes occidentales des Balkans jusqu'en Grèce, donc Croatie, Bosnie, Albanie, Grèce, et aussi effectivement les côtes turques où il pourrait tomber largement plus de 100 millimètres. Et au nord, eh bien, c'est la NAO-, donc des anticyclones au nord, des dépressions au sud, et donc des plages bleues, c'est-à-dire à peine 2 à 5 millimètres du côté de la Scandinavie. C'est vraiment très peu pour une période de 10 jours. Nous avons aussi l'Islande, normalement le siège de la dépression islandaise. Alors certes, du côté oriental, nous pourrions observer quelques dizaines de millimètres de précipitations, mais la partie occidentale serait beaucoup plus sèche. Et pour ce qui est du Benelux et de la Belgique, eh bien, pour l'instant, l'hiver n'est quand même pas super généreux en termes de précipitations, surtout pour le mois de décembre. Alors, janvier se rattrape un peu, mais donc nous avons là une projection d'environ 20 millimètres. Alors, ça varie un petit peu en fonction des sorties des modèles. Ce n'est pas totalement nul, mais est-ce que c'est suffisant pour compenser le déficit de décembre? Alors certes, nous avons eu de bonnes précipitations au début du mois de janvier, mais depuis environ 2 semaines, eh bien, c'est quand même plus sec. Est-ce que ce sera suffisant pour rééquilibrer donc la période de recharge et anticiper éventuellement le printemps? C'est à voir. Évidemment, pour l'instant, nous ne faisons que surveiller d'une manière assez passive. Si jamais le mois de février devait être pluvieux, sans parler évidemment du printemps, les choses seraient évidemment bien différentes. Mais malgré tout, il faut garder un œil sur cette période de recherche et sur le niveau des précipitations, donc dans cette région de l'Europe occidentale. À travers ce diagramme du modèle ensembliste européen version intelligence artificielle de Bruxelles, je voulais attirer votre attention sur un élément qui me paraît quand même assez important et significatif.
Nous retrouvons les trois courbes habituelles de la température au niveau 850 hectopascal, soit vers 1500 mètres, pour obtenir la température de sol, la température au niveau 500 hectopascal pour connaître l'instabilité, et celle des précipitations. Prenons la première courbe avec la moyenne en rouge qui se situe plus ou moins, voire -2, -3 degrés. Certes, elle est en dessous de 0 degré, mais si nous rajoutons les traditionnels 10 degrés pour connaître la température de sol, eh bien, nous nous situons autour de 7 degrés pour cette même température de sol. En quoi est-ce important? Eh bien, c'est plus ou moins la moyenne saisonnière pour la région de Bruxelles pour cette époque, donc de l'année fin janvier, début février. Et c'est d'autant plus significatif et important que nous sommes catalogués dans un régime NA- qui est normalement froid ou frais. Et donc, nous pouvons constater que malgré tout ceci, eh bien, nous resterons autour des normales de saison. Pas besoin de rappeler pourquoi. Mais en tout cas, ce qui est important avec les régimes de temps, c'est de constater que les choses ne sont pas aussi simples que cela, qu'il faut étudier les choses au cas par cas. Par exemple, il fera effectivement plus froid du côté du nord des Pays-Bas et de la Scandinavie, et il est important de connaître plus ou moins la limite entre l'air froid et l'air doux. Et là, nous serons plutôt dans de l'air quand même relativement doux, même si ce n'est pas exceptionnellement doux, mais c'est quand même la marque que les régimes de temps, eh bien, ne sont pas aussi simples que cela et que les évolutions climatiques viennent un petit peu tout chambouler. Je voulais conclure sur un point concret, humain, sociétal, voire même sportif, avec les projections selon le modèle déterministe européen des cumuls de précipitations neigeuses sur 240 heures, c'est-à-dire aussi jusqu'au mercredi 4 février. Alors évidemment, à cette échéance, cela vaut ce que ça vaut. Mais nous retrouvons effectivement donc cet air froid qui est rétracté plus sur le nord du continent, avec effectivement cette partie dans le nord des Pays-Bas qui pourrait recevoir des cumuls de neige, beaucoup moins, même pas du tout, vraiment vers la Belgique. Attention, les points verts, ce n'est pas forcément de la neige qui va tenir, car nous avons aussi des petites précipitations de neige fondante, donc ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui m'intéresse le plus, évidemment, dans cette simulation, eh bien, c'est les cumuls de précipitations neigeuses sur la trajectoire du courant jet, donc tous les massifs de l'Espagne, même du Portugal, les Pyrénées, le massif central, les Alpes françaises et surtout italiennes. Car 2 jours après le mercredi 4 février, eh bien, vous le savez peut-être, sans doute, eh bien, c'est le début des Jeux olympiques d'hiver à Milan et Cortina. Et donc, quand même, cette position bien méridionale du courant jet, bien chargée en humidité et en altitude, à partir de 1000-1200 mètres sur les Alpes italiennes, ce sera de la neige. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle pour ces Jeux olympiques. Donc, nous aurons évidemment l'occasion de suivre ça dans les prochains jours, mais je voulais attirer votre attention, notamment pour les amateurs de glisse qui vont la pratiquer ou qui vont tout simplement la regarder à la télévision. Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour toutes ces personnes-là. Voilà, pour ce décryptage météo numéro 51. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas encore une fois de mettre des pouces bleus. Je vous donne rendez-vous pour le décryptage météo numéro 52 lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et salut!